souhaite la bienvenue donc à cet événement. On est vraiment très content de vous savoir avec nous. Je me présente rapidement, je m'appelle Marc-André Carignan. Je suis architecte de formation qui a fait le saut par la suite dans les médias et je suis devenu en fait chroniqueur en politique, affaires municipales et développement urbain. Donc tout ce qui touche la ville, la conception de la ville, c'est mon dada. Alors quand on m'a appelé évidemment pour parler de milieu de vie, puis de meilleure conception, puis de nos aspirations de demain, bien, c'était avec plaisir que j'ai accepté l'invitation. Et on se réunit aujourd'hui de façon, puis Mme Marcoux le disait en introduction, on se réunit dans un contexte quand même assez particulier qui est celui de la pandémie. On est en plein dans la deuxième vague qui frappe non seulement le Québec, mais qui est internationale, qui est assez importante. Et évidemment, ça a modifié notre vie de A à Z. Ça a modifié notre économie, le système de santé, notre vie sociale. Et quand on pense évidemment aux aînés, bien, c'est un impact qui est très lourd sur leur qualité de vie et de façon générale sur leur épanouissement. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ça, des milieux de vie, des complexes d'habitation, des modèles d'habitation qui touchent les aînés à travers le Québec. Et bien, écoutez, ce sera l'occasion de peut-être questionner, remettre en question, débattre sur des pratiques actuelles en voyant, en apprenant quelques leçons de ce qui se fait actuellement. En fait, ce sera plutôt le sujet de notre discussion aujourd'hui. Est-ce qu'on a des choses à apprendre de ce qu'on vit? J'imagine que oui, quand même. Donc, ce sera le cœur de notre discussion. Et c'est important de mentionner qu'on ne sera pas aujourd'hui dans la micro-gestion du quotidien et de ce qu'on vit au jour le jour, mais on va vraiment parler, en fait, de vision, de modèle, d'aspiration pour l'avenir. Et on va le faire avec mes trois intervenants que je vous présente à l'instant. On est bien à distance l'un de l'autre, je vous rassure, de ce côté. Donc, je vais vous présenter tout d'abord Jacques Beaudoin, qui est directeur des affaires publiques et juridiques au Réseau québécois des OSBL d'habitation. Bonjour, M. Beaudoin. Bonjour. On a Isabelle Lisée, directrice générale d'Espace Muni. Espace Muni, on va le spécifier, là, c'est une organisation sans but lucratif qui est née d'une fusion, celle du Carrefour Action municipale famille et du Réseau québécois Villes et villages en santé. Donc, bonjour, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Et Alain Marcoux, président de l'AGRTQ et aussi, avec son autre chapeau, directeur général du groupe de ressources techniques Nouvel Habitat. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va commencer peut-être, on va mettre la table. On va y aller vraiment progressivement. C'est-à-dire que je serais curieux tout d'abord, en quelques minutes, que vous décriviez un peu votre rôle dans le réseau, qu'on comprenne bien ce que vous faites au quotidien. Puis on pourrait peut-être y aller de quelques observations de ce que vous voyez présentement dans les milieux de vie pour aînés avec la pandémie qui a complètement bouleversé, je le disais, disons, le quotidien. Je vais commencer avec peut-être M. Marcoux. Allons-y avec vous. Oui. Donc, je suis directeur d'un groupe de ressources techniques et donc la mission, peut-être pour les gens qui nous écoutent, là, bien résumer ce qu'on fait. En fait, nous, on est là pour accompagner le développement de l'habitation communautaire, dont les résidences pour aînés, donc dans toutes les étapes d'élaboration de projet, donc à quel besoin on veut répondre, l'implantation, la coordination avec les différents professionnels, la communauté, le financement, la construction, bref, l'ensemble du cycle. Donc, besoin, construction, financement. Et nous, moi, je couvre la région de la Chaudière-Appalaches, donc autant des milieux urbains comme Lévis que des MRC plus rurales. Donc, des projets pour aînés, entre autres, qu'on accompagne le développement qui vont de 16 à 90, 100 unités de logement. Donc, des réalités qui sont complètement différentes en termes de conception, de communauté et de besoins à répondre. Relativement à ce que la pandémie, disons, nous apprend un peu sur puis comment on a vécu ça avec les RPA, c'est sûr que le développement de nouveaux projets, entre autres, a été complètement bousculé dans le sens de la façon même dont on peut échanger avec les aînés sur les besoins qu'on a à répondre. On n'est plus en contact physique avec eux. C'est plus difficile. Les contacts sont des fois par des personnes interposées. Donc, dans toute l'élaboration du projet ou de l'habitation communautaire, on a beaucoup une approche de travailler avec les gens. Là, on se retrouve avec une catégorie de ménages que, particulièrement les aînés, on ne peut pas trop côtoyer en faisant une assemblée publique ou des rencontres. Des fois, en virtuel, ça peut être un peu complexe là, pour se connecter, le micro, la caméra. Bon. Puis des fois, on est en région, puis la connexion Internet n'est pas bonne. Oui, puis ça fait qu'on se sent plus distant un peu là, des personnes avec qui on veut répondre au niveau du besoin. Là. Mais quand vous dites ça, en fait, ça a complètement, vous dites ralenti, mais freiné, j'imagine, certains projets. Freiné, bien, c'est parce qu'on n'a pas le choix de continuer à les élaborer. C'est juste qu'il faut se
se réinventer dans la façon de le faire, mais disons qu'on a un sentiment d'être un peu plus loin des gens à qui on veut répondre, particulièrement en tout cas pour les projets pour aînés. Là. Isabelle? Espace Muni travaille avec les municipalités, donc tout ce qui est de l'environnement, je trouve qu'on est complémentaires aujourd'hui parce que c'est vraiment le milieu de vie, nous, qui nous interpelle. Évidemment, l'habitation est présente. On accompagne les municipalités dans l'adoption de démarches municipalités amies des aînés partout au Québec, donc 900 municipalités qui ont adopté ces politiques-là. Et on voit très bien à l'intérieur de ces politiques-là et ces plans d'action-là que l'habitation est au cœur des préoccupations, tant chez les aînés que chez nos élus. Alors, c'est important de voir comment, actuellement, dans le contexte, on prend acte de cet enjeu-là et comment on va y répondre, finalement, comme communauté. Alors, c'est ce que fait le Carrefour. On a le Carrefour, la fusion Espace Muni, quand même. Donc, on accompagne avec les élus les préoccupations et faire en sorte que la municipalité, finalement, soit un acteur partie prenante de ces enjeux-là pour trouver des solutions avec les groupes de ressources techniques, par exemple. On est dans une échelle quand même macro. Là. C'est-à-dire que vous êtes en planification du territoire. Là, absolument. Offre de services, planification du territoire, infrastructure, comment le milieu de vie répond à cette démographie changeante-là du Québec où les aînés vont être en proportion assez importante dans quelques années à peine. Donc, on doit absolument prendre en considération et s'ajoute le contexte de la COVID. Donc, toute la question de l'isolement aussi, où il est au cœur, où les communautés, pour un peu prendre le relais peut-être de certaines autres organisations où ils peuvent moins être présentes. Mais je pense que les administrations municipales ont un rôle à jouer à cet égard-là aussi. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont à l'écoute. Alors, on les salue. On salue nos élus. Ouais. Jacques? Oui, bien, je pense qu'effectivement, on se complète bien, là, parce que le Réseau québécois des OSBL d'habitation, c'est la communauté, le nom l'indique, là, des organismes sans but lucratif qui ont réalisé et qui exploitent des projets d'habitation, dont une bonne partie sont des projets d'habitation pour personnes âgées. C'est 45 du parc de logements communautaires, en fait, en propriété OSBL, là, qui est une offre de logement destinée spécifiquement à des personnes âgées. Donc, on est un petit peu plus... les organismes ont été accompagnés par les GRT au niveau du développement, ils ont réalisé des projets et maintenant sont à l'étape de l'exploitation de ces projets-là. C'est quand même, là, en fait, 200 résidences pour aînés certifiées à travers le Québec, puis à peu près 400 ensembles aussi collectifs pour personnes âgées qui ne répondent pas nécessairement à la définition d'une résidence pour aînés, dans 300 municipalités à travers le Québec. On parle de 24 000 logements, unités locatives. Donc, c'est quand même considérable. Et la pandémie, bien, je ne peux pas m'empêcher de dire, quand on nous demande comment ça a été vécu, quel a été l'impact, de mentionner d'abord l'impact sur les personnes et sur les locataires de nos projets qui ont vécu surtout la première vague, le confinement. Ça a été très, très, très exigeant, ça a été très difficile, ça a été difficile psychologiquement, ça a été difficile au niveau de la santé physique aussi. Les gens confinés dans des logements, ils descendent même plus à la salle à manger dans certains cas. Ils se font livrer leurs repas, les repas sont livrés dans les unités locatives. Ils sortent plus. Donc, il y a eu des pertes pour les personnes là, dans cette période-là. Et évidemment, les impacts pour les équipes, pour nos équipes, la pression que ça a été sur l'organisation de la mise en place des mesures sanitaires, les coûts que ça a entraîné aussi. C'était assez difficile dans un contexte où on a beaucoup entendu parler des CHSLD où il y a eu des cas là, vraiment abominables qui se sont produits durant la première vague. Mais dans le public en général, on parle de manière générale des résidences. Et c'est un milieu qui est tellement complexe. Il y a les CHSLD, il y a les ressources intermédiaires, il y a les résidences certifiées, et il y a les OSBL d'habitation non certifiées. Parmi les résidences certifiées, bien, il y a les grands groupes qu'on connaît quand on pense résidence. On pense toujours M. Savoie, Chartwell, le groupe Maurice, puis on se dit, ben eux, si ça leur coûte un peu plus cher, mettre en place des mesures sanitaires, ils doivent avoir les moyens. On oublie qu'à l'intérieur de ça, il y a des résidences qui sont des résidences communautaires, en OSBL, quelques-unes en coopérative aussi, et qui ont pas, pour qui les ressources, en fait, elles ne sont pas disponibles, et on ne peut pas imputer aux locataires
sur les coûts de loyer, les frais associés à la pandémie. Alors, c'est un contexte qui est vraiment difficile, mais heureusement, on était quand même... il y a eu peu d'éclosions graves. Disons. On n'a pas connu dans notre milieu des situations là, comme ce dont on a entendu parler dans les médias, CHSLD privé, Aaron ou d'autres cas comme ça. Et quand on parle d'impact sur le réseau, j'oserais dire aussi que la pandémie a un impact grave sur l'image aussi des résidences pour personnes aînées, parce que là, avec justement, bon, vous faisiez référence, M. Beaudoin, ce qu'on a vu dans les médias, puis on met tout un peu dans le même panier, là, en tant qu'observateur extérieur, qu'on n'est pas très grand connaisseur, mais l'image a été affectée parce que là, on dirait il y a des gens, j'imagine, qui voient ça de loin et disent « Moi, j'ai pas envie d'aller vivre là où ça a l'air dangereux, tel milieu ou tel milieu. » Isabelle? Bien, clairement, ce qu'on entend dans la consultation, parce que dans nos démarches, on consulte, les aînés font partie prenante des décisions qui les concernent. Et c'est effectivement ce que vous dites. En fait, il n'y a aucun aîné qui veut se retrouver dans ces milieux-là. Donc, je pense que l'occasion est belle pour faire cette réflexion collective-là avec les municipalités, évidemment, mais avec l'ensemble des partenaires du dossier pour faire en sorte qu'on propose autre chose. C'est un contexte difficile, effectivement, mais il n'y a personne qui veut voir soit ses parents ou nous-mêmes dans un contexte comme ça. Donc, l'occasion est belle de travailler en partenariat sur ces questions-là. Puis, on le voit que les aînés sont au cœur, puis on sait que ça va être une population importante. Oui, parce que c'est un choc qui va C'est prendre ça. quand même un certain temps à s'en remettre. Là. L'image publique est quand même affectée. C'est l'image du confinement. Pour les aînés, le fait d'avoir une vision qu'en se retrouvant dans une résidence pour aînés, ils peuvent être pris en otage au niveau de leur liberté. Ça, moi, j'ai vu dans des discussions qu'on a pu avoir avec des intervenants puis des aînés eux-mêmes que c'est la plus grande crainte. Et puis, il y a eu des amalgames qui se sont faits entre ce qui s'est passé dans les CHSLD puis dans les résidences pour aînés certifiés. Je veux dire, on est en termes de propagation du virus ou d'expérience de confinement, on est dans des univers qui sont pas les mêmes, mais dans une certaine image, ça a eu un amalgame qui s'est fait. Puis, dans la volonté de certains aînés de vouloir venir vivre dans des projets de RPA communautaire comme on développe, bien, ceux qui sont un petit peu plus jeunes, là, parce que souvent, on va retrouver, je ne sais pas si tu peux un peu confirmer, Jacques, au niveau de la moyenne d'âge, mais les gens ont 80 ans à peu près dans les résidences pour aînés. Mais il y a des gens qui rentrent un petit peu plus jeunes, des fois, fin 75, 76, 77. Ces gens-là ont vraiment un réflexe de dire, bien là, je vais retarder à plus tard mon entrée dans ce type de logement-là. Il y a des gens qui ont carrément dit qui étaient sur le point de signer puis qui ont dit plus de réticence ou quand nous, on fait souvent compléter là, des formulaires d'intention pour élaborer notre preuve du besoin auprès des autorités publiques là, lorsqu'on présente les projets. Puis une certaine réticence là, à dire bien, je vais attendre un petit peu plus. Toute cette peur-là d'entrer dans un immeuble où je vais être peut-être pris en captivité, là, les gens seraient même morts ce qui s'est passé au printemps. Y compris des personnes aînées à faible revenu qui sont sur une liste d'attente pour avoir accès à un logement subventionné qui va leur permettre d'améliorer leur situation et qui, au moment où il y a un logement qui est disponible et on les appelle, ils déclinent, alors qu'ils ont attendu des fois depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans l'accès à un tel logement, mais ils ne veulent plus venir. Et vraiment, ce n'est pas la peur de se retrouver dans un milieu où il y a plus de risques. Non. Alors qu'effectivement, on va dans un milieu collectif, il y a plus d'interactions. Il y a théoriquement et en pratique aussi plus de risques de propagation du virus, mais ce n'est pas ça le facteur actuellement. Et on a des ensembles actuellement qui ont épuisé leur liste d'attente. Là. Il y avait une liste d'attente avant la pandémie et il n'y a plus personne sur la liste d'attente et il y a des logements vacants en ce moment. C'est une vraie préoccupation aussi pour la viabilité de ces projets-là là, à moyen terme, là, si cette perception-là n'est pas modifiée. Ça ajoute un élément aussi où on va devoir se poser des questions parce que ces aînés-là qui ne veulent plus actuellement vont avoir des besoins quand même. Ils vont donc se retrouver individuellement. Est-ce que c'est des soins à domicile? Absolument. Ou est-ce que c'est ça? Donc, collectivement, il faut absolument revoir ces préoccupations-là avec nos partenaires. Bien là, vous m'amenez sur un terrain intéressant parce que Jacques l'a nommé, il y a toutes sortes, il y a une variété, une panoplie de types d'habitation, coop, grand complexe, petit complexe, rural, urbain. Bon. Est-ce que, selon ce que vous voyez dans vos
aux différents milieux, est-ce qu'il y a des modèles d'habitation? Je sais que c'est une question vaste, là, puis c'est du cas par cas, mais reste qu'il y a peut-être des tendances qui se dégagent. Est-ce qu'il y a des modèles d'habitation où on semble s'en être peut-être mieux sorti, ou disons que l'épanouissement des personnes aînées est plus grand que... Est-ce qu'il y a un modèle qui ressort là, comme étant un modèle intéressant peut-être à exploiter ou réfléchir là, pour l'avenir? Bien, moi, je dirais de façon globale, le milieu des RPA communautaires a quand même eu une bonne résilience face à la crise. C'est des milieux qui sont quand même tissés serrés dans le sens que les résidents sont sur les conseils, il y a des... Quand vous dites communautaire, on est dans la coopérative? Coopérative, ouais, but non lucratif. C'est sûr que la grosse majorité sont sous forme OSBL, mais il y a quand même des projets intéressants de coopératives de solidarité, mais c'est des projets où la gouvernance, l'implication dans la communauté, c'est ouvert sur la communauté. Donc, ces projets-là ne sont pas isolés là, dans leur milieu, que ce soit dans leur quartier ou dans leur village. Donc, je pense que cette dynamique-là, qu'on peut retrouver peut-être aussi dans des résidences privées, mais qui est quand même assez forte, là, qui, je pense, qui est une caractéristique importante du logement communautaire, a aidé à passer à travers la crise, ne serait-ce que par des initiatives. Je pense dans ma communauté à Lévis, où est-ce que des liens qui se sont faits avec des organismes du milieu comme le Patro, où il y a eu des activités sur les balcons qu'on a pu voir ailleurs aussi, là, mais avec les aînés pour les sortir de leur isolement. Donc, c'est pas des tours, c'est pas juste des bâtiments dans un quartier qui sont isolés de leur communauté, c'est des projets qui ont une interaction depuis longtemps, depuis leur naissance. Donc, ça les rend moins isolés. Puis je pense que ça l'a aidé là, dans Parce que deux philosophies dans le milieu ou dans les résidences pour aînés. On a des complexes avec des services, c'est-à-dire le coiffeur, le dépanneur, le ci, le ça. Tu n'as pratiquement plus besoin de sortir et donc de te connecter à la communauté versus des modèles qui sont peut-être plus ouverts. C'est ça que vous expliquez. Là. Exactement. Isabelle? Même constat, en fait. Les milieux où il y a eu cette ouverture-là, coop de solidarité et autres, c'est là où on s'en sort beaucoup mieux que dans... c'est la relation avec la communauté. L'isolement est un peu moins présent de ce qu'on peut voir. On le voit aussi dans la façon dont les villes vont essayer d'aller interagir avec ces aînés-là dans leur offre de services, par exemple, que ce soit d'aller porter des livres, mais ça permet un contact, entre autres, avec l'aîné. Donc, c'est plus ouvert dans les milieux communautaires, au BNL ou coop, absolument. Même constat. L'implication des locataires ou des résidents, peu importe comment on les appelle, Oui. c'est important aussi. Tout en respectant le cheminement de chacun, c'est sûr qu'une personne qui va vivre dans une résidence, des fois, elle va se dire, moi, je veux avoir la paix, je n'ai pas envie de m'impliquer. Absolument. Mais on a un modèle qui permet une prise en charge par le milieu. Et dans certains cas, c'est concrètement là, des conseils d'administration avec des résidents ou des comités de résidents qui ont discuté de l'implantation des mesures sanitaires, ont discuté et on trouvait à l'intérieur même des projets les deux tendances opposées, c'est-à-dire les résidents qui trouvaient qu'il fallait appliquer strictement les consignes puis que les consignes n'étaient même pas assez sévères. Ouais. On avait ceux qui disaient, moi, je suis autonome puis on ne m'empêchera pas de sortir puis je vais faire ce que je veux. Hein, c'est pas le gouvernement qui va décider puis c'est pas le conseil d'administration de l'organisme qui va décider. Et ça fait, dans certains cas, des conflits, mais il y a des mécanismes, des instances qui ont permis de gérer ça et d'avoir de la discussion partagée entre les résidents. C'est très intéressant parce que ça développe des solidarités. Donc, j'aime à penser que notre secteur s'en est mieux sorti et ça a été clairement vrai dans la première vague. Il reste qu'actuellement, on est quand même aussi, soyons honnêtes, dans un contexte de transmission communautaire où, malgré toutes les mesures qu'on met en place et toute la bonne volonté de tout le monde, il y a un mode de transmission actuellement qui fait qu'on n'est pas à l'abri d'éclosion dans nos résidences. Mais on a peut-être une façon de faire là, qui permet de mieux s'appuyer mutuellement aussi entre les personnes. Dans la philosophie du modèle, là, Oui. carrément. Là. Carrément. Vous avez, justement, parlons-en un peu vous avez parlé d'isolement, puis on n'est pas à l'abri de transmission communautaire et autres. Bon, le sujet de la liberté, c'est un sujet qui est revenu à maintes reprises dans l'actualité, qui a été débattu de différentes façons. Jacques vient de donner un bel exemple. C'est pas tel comité ou tel gouvernement qui va je suis autonome, je veux sortir. Bon, la question de la liberté est revenue beaucoup. Puis en temps de pandémie, on faire attention parce qu'il y a solitude, isolement. C'est pas exactement des synonymes, là, mais reste que l'impact psychologique sur la santé mentale a été puissant. Disons que ça a été grave, là, lourd.
Est-ce que, justement, cette question de liberté vous amène à réfléchir dans vos futurs projets, dans l'élaboration de vos futurs projets, une façon peut-être autre de concevoir les espaces ou, bref, pour essayer, parce que je vous donne un exemple très, très concret. C'est vous qui me le mentionniez, entre autres, il y a des résidences où on a différents types de clientèle et là, parce qu'on a mis une règle en place dans tel complexe, bien, ceux qui sont autonomes sont pris dans les mêmes règles que ceux qui ne sont pas nécessairement. Et donc, certains ont eu une liberté brimée alors qu'ils sont parfaitement autonomes et qui auraient peut-être pu sortir. Donc, est-ce que ça vous amène à repenser vos milieux de vie, Alain? C'est clair. Puis l'exemple que tu amènes, c'est un exemple qu'on a vécu chez nous. On a tenté d'élaborer des projets où est-ce que souvent, quand on est aîné, on commence à avoir un petit peu de problématique, mettons, de mobilité. Puis là, c'est d'avoir un logement qui est accessible. Donc, soit un ascenseur ou en tout cas, tout le moins, facile pour la circulation. Puis après ça, des fois, on passe à un deuxième stade où là, si on a besoin de services à la personne, donc repas, entretien ménager. Donc, on se disait, souvent dans les personnes communautaires, c'est qu'on faisait des projets pour aînés autonomes, puis après ça, des projets pour aînés un peu avec les échappées d'autonomie. Donc, ça voulait dire multiples déménagements, sans compter peut-être qu'à la fin, ça allait pouvoir finir dans un CHSLD, puis entre les deux, une autre étape avec plus de soins. On a fait des projets, nous, on a mixé à l'intérieur du même immeuble, dans des ailes différentes, mais même porte d'entrée, même hall d'entrée, même espace commun, des aînés autonomes, puis des aînés après ça avec un peu plus de perte d'autonomie que des services. Mais ces gens-là qui étaient autonomes se sont retrouvés dans le cadre de la pandémie, pris dans une RPA et appliquer les mêmes règles au niveau qui avait été décidé, donc de ne pas sortir et tout ça. Donc, ce qui était vu comme un avantage est devenu un inconvénient. Un très grand inconvénient. Puis là, on s'est fait dire, bien là, pourquoi vous avez... On n'avait pas imaginé ce contexte-là. Donc, c'est sûr que dans l'avenir, on espère... Des pandémies, il peut y en avoir d'autres. Donc, on va peut-être imaginer une façon où, dans ce même complexe-là, essayer d'avoir des entrées indépendantes pour ne pas rendre, mettons, ces personnes-là, autonomes-là, captifs d'une mesure qui serait prise pour protéger les aînés plus vulnérables. Donc, ça, c'est un exemple là, de réflexion qu'on va devoir faire parce que nous, on l'avait vu comme un grand avantage, mais dans le cadre de la pandémie, ça a été vécu par les aînés autonomes comme un très grand désavantage, puis ça, ils ont été sentiments... Et on peut comprendre aussi le côté un peu rebelle peut-être qui en a ressorti ou des gens qui n'étaient pas d'accord avec ces décisions-là. On peut comprendre facilement la situation. Isabelle? Bien, plusieurs éléments. Ce que j'entendais de Jacques, je faisais le parallèle parce que nous, on accompagne aussi pour la famille, donc c'est 0-100 ans chez nous. Il y a un peu la même chose du côté des familles, à une échelle différente, mais avec des ados et tout ça. Donc, c'est comme à échelle réduite de ce que vit l'ensemble de la société pour nos aînés, d'une certaine façon. Il y a le côté de la vulnérabilité qui s'ajoute parfois, qui est un petit peu plus élevé, donc ça crée. Il y a l'agisme aussi qu'on doit se poser comme question parce qu'on se dit, est-ce que c'est de l'agisme vers les jeunes, mais vers nos plus aînés aussi, nos personnes aînées. Donc, il y a cette réalité-là. Par rapport au continuum de services, c'est ce qu'on veut le plus, c'est ce qu'on entend de nos aînés. Effectivement, c'est la réponse que vous offrez à nos aînés. Ils veulent rester. Ça crée beaucoup d'enjeux chez nos personnes aînées, le changement d'endroit, la déstabilisation. Ça peut même aggraver certaines situations, maladies. Donc, c'est important de continuer puis de trouver des solutions à cette problématique-là parce que ça va être trop présent. De toute façon, ils vont être en nombre important aussi. Alors, il faut vraiment trouver l'équilibre là-dedans puis profiter de l'occasion pour revoir. Mais c'est important de continuer dans cette voie-là tout de même pour nos aînés. Puis l'aîné veut rester le plus longtemps possible, idéalement chez lui. Mais après ça, c'est dans sa communauté immédiate, c'est ce qu'il a connu pendant X nombre d'années. Donc, il faut vraiment développer des modèles diversifiés, je dirais, mais adaptés dans chaque milieu où l'aîné va pouvoir finir sa vie. S'épanouir. S'épanouir, parce qu'effectivement, il y a des aînés qui ne veulent pas être juste avec des aînés au quotidien, qui veulent avoir une vie, un semblant de vie. Tout à fait. Donc, il faut trouver le modèle. L'intergénérationnel, je trouve que c'est important, c'est intéressant. Il y en a plein. Tu sais, on voit des étudiants aller vivre dans des résidences pour aînés, pour permettre... il y a plein de possibilités. Là. Je pense qu'on a la chance de faire quelque chose de bien chez nous. Jacques?
Effectivement, il y a eu un enjeu dans le contexte de pandémie de cohabitation entre aînés autonomes et aînés en perte d'autonomie, et tout le monde a été soumis aux mêmes règles. Mais dans nos projets qui sont de nature intergénérationnelle, il y en a peu encore, mais on en a développé dans les dernières années. Et il y a eu aussi cet enjeu-là. Je pense à une résidence dans les Basses-Laurentides, qui est un peu un projet phare pour nous, où dans le même bâtiment, pour ceux qui connaissent le programme Accès-Logis, là, on a les 3 volets. Alors, il y a des logements pour famille, il y a des logements pour personnes âgées qui font partie d'une section résidence pour aînés, et il y a des logements pour personnes qui souffrent d'une déficience intellectuelle. Tout ça dans le même bâtiment. Et ce n'est pas des étages séparés ou des ailes séparées. Sur une même étage, il peut y avoir une porte, c'est une famille, puis l'autre porte à côté, c'est une personne âgée. Et évidemment, il a fallu appliquer les mêmes consignes sanitaires à tout le monde. Et il a fallu, c'est pas un gros projet, c'est une 60aine de logements, 9 logements pour famille. Alors, il a fallu quand même convaincre 9 familles de se plier aux règles de confinement. Confinement pas absolu. Les gens qui travaillent sont sortis travailler quand même. Mais à l'intérieur du bâtiment, ils devaient appliquer les mêmes règles. C'était pas évident, mais pourtant, c'est un modèle intéressant. Et c'est un modèle qui a de l'avenir, mais ça pose vraiment des questions à ce niveau-là. Mais c'est un modèle qui a été développé d'ailleurs par des personnes âgées qui ont voulu, qui l'ont conçu pour qu'il soit intergénérationnel, parce que c'est le milieu dans lequel ils souhaitaient vivre. Ils ne voulaient pas aller dans un milieu où ils allaient se retrouver juste entre vieux. Souvent, d'ailleurs, les personnes âgées ont la perspective qu'eux sont... C'est les autres autour. Je ne veux pas vivre juste avec des vieux. Mais on entend ça de personnes de 75, 80 ans. Absolument. Mais alors, on a là, sur nos... Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ça va... Est-ce que ça pourrait compromettre ce modèle-là intergénérationnel? Bien, il ne faut pas que ça le compromette, je pense, parce que... Et on en discute un peu entre nous là, depuis quelques années. On a eu toutes sortes de réflexions sur les aspirations des prochaines cohortes ou aux générations de personnes âgées. Il faut se poser la question. Et là-dessus, il y a des études encore à faire, je pense, pour bien saisir la perception et les aspirations des prochaines générations de personnes âgées, ou les baby boomers là, qui sont à la veille de devoir se poser la question là, sur est-ce que je reste dans le milieu de vie où je suis, ou je vais aller dans un milieu plus collectif où il y a plus de sécurité, un ascenseur, un accès à des services qui vont m'aider à rester chez moi, dans le fond, dans un nouveau milieu de vie. Mais c'est pas certain, je ne suis pas convaincu que les prochaines générations vont souhaiter aller dans le modèle qu'on a développé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire de grandes tours où on s'isole entre nous. C'est bien, il y a des services, les services sont bons, il n'y a pas de... Ils coûtent cher, mais ils sont bons. Mais, et aussi, c'est très encadré. Hein? On mange entre telle heure et telle heure, puis on mange tôt aussi. Mais il y a un service de repas de 11h45 à 12h45, tout ça. Est-ce que c'est ça que les prochaines générations vont souhaiter comme milieu? Pourtant, les besoins vont être là en termes d'offres de services et d'offres de logement. Alors, c'est un peu tout ça qu'on doit mettre dans la balance, là, et ça prend vraiment une réflexion là, collective là-dessus. Définitivement. Je dirais que il y a comme un vide à quelque part. Ce que j'entends, tu sais, ce qu'on se disait la dernière fois un peu aussi, c'est de dire... Qu'est-ce qu'il y a entre je pars de chez moi et je me ramasse dans une résidence où j'ai besoin de services? Entre les deux, il n'y a rien. C'est là où je pense qu'il y a une réflexion à faire. Je pense que nos aînés, nous, du moins, ce qu'on voit dans les consultations et tout ça, c'est effectivement ces questionnements-là que les aînés portent, de dire, ben non, moi, je veux pas, mais je sais pas c'est quoi, mais je sais que je pourrais pas rester chez moi. Puis je veux pas ce modèle-là où je suis peut-être confinée ou où je vis dans une tour. Non, c'est vraiment un questionnement. Donc, la réflexion, il faut l'amorcer maintenant, absolument. Assurément, la réflexion est amorcée, puis sur le terrain, les gens travaillent à des modèles différents. Ou est-ce qu'un bâtiment ou un complexe immobilier ou un milieu de vie équivaut pas à une catégorie de ménage locataire? Ça, on en a, là, des projets comme ça. C'est souhaité par certaines personnes, mais moi, je pense que de plus en plus, ce qui est souhaité, c'est que l'endroit où ils vivent, ça correspond à ce qu'on a dans la société en général, des familles, des personnes. Parce que ça crée des ghettos aussi. Puis Absolument. les ghettos dans l'histoire de l'urbanisme. On ne parle pas juste des aînés. Là, ça a souvent été prouvé comme étant Puis en termes de soutien déficient. social, si on a des projets où on a un volet RPA avec un volet famille,
il peut y avoir des gens qui se retrouvent dans le volet famille dont leurs parents sont dans la RPA, il y a un soutien qui est proche. On retisse un peu l'image de ce qu'on a dans des quartiers. Ça peut se faire à l'intérieur d'un même bâtiment, l'exemple que Jacques a donné, avec plusieurs types de volets, ou ça peut se faire sur un même site avec différents bâtiments, puis on a cette logique-là. Peut-être avec différents bâtiments sur un même site. Plus un style village, là. Oui, c'est ça, où on Voilà. a différentes. On peut avoir de la mixité de fonctions avec, mettons, des locaux d'organismes communautaires qui viennent interagir avec les types de catégories de ménages qui sont là. Donc, plus une communauté là, qui est tournée, sans dire qu'elle s'autosuffit, mais qui est un peu un microcosme d'une société, puis qui en même temps qui est ouvert sur la communauté. Mais j'aime cette idée de mini-village dans la mesure où, en fait, je reviens un peu à ma question initiale. Est-ce que dans la conception des espaces, tout ça au-delà des aires de circulation et des portes d'entrée, je me disais, est-ce que la pandémie est-ce que ça pourrait inciter à ce qu'il y ait plus de cours intérieurs, de jardins, d'espaces, que si, par exemple, en temps de pandémie, tu ne peux pas sortir de ton périmètre, mais que tu aies des espaces extérieurs, que tu aies un rythme de vie intéressant, accès à la nature, des programmes d'agriculture urbaine, le concept de mini-village se prête peut-être bien à ce genre d'initiative-là. Est-ce que vous pensez que ça va avoir des répercussions jusque-là, même dans l'aménagement peut-être davantage de cours et d'aménagement d'espaces extérieurs aussi? Parce qu'en ce moment, c'est justement d'être pris à l'intérieur, c'est ce qui rend le confinement encore plus pénible, de pouvoir au moins sortir, respirer, entendre les oiseaux. C'est sûr que les projets immobiliers qui ont été réalisés puis qui ont accès à des espaces verts, les gens n'ont peut-être pas vécu de la même façon la pandémie qu'une tour dans un quartier où, à part les balcons, donc peut-être qu'effectivement, dans la réflexion à l'avenir sur les espaces extérieurs, là, qui permet d'avoir une plus grande liberté quand il y a une forme de confinement, va être plus recherchée, là, effectivement. Isabelle? Je dirais que oui, parce que ce qu'on entend, ce qu'on voit du côté de nos îlots, en tout cas, il y a cette préoccupation-là. C'est la question aussi, si on reste ouvert sur la communauté, c'est la proximité, le service de proximité. Donc, il y a cette logique-là, il y a une préoccupation à cet effet-là du côté des municipalités, du moins, pour dire, bien, attends, il faut se réorganiser, il faut plus être centré sur soi, d'une certaine façon, à une plus petite échelle. Puis je pense que ça va avoir ces effets-là. Du moins, il y a cette préoccupation-là. Il y a toute la question où aussi il y a une méconnaissance parfois des possibilités sur un territoire. C'est la beauté de notre démocratie. Nos élus ont plusieurs profils, mais ils n'ont pas l'ensemble des connaissances dans l'ensemble des dossiers portés. Donc, je pense qu'il y a un bout à faire sur les modèles, par exemple, que tu parles de cours intérieurs ou autres, d'ouverture, de proximité, l'endroit où on va situer ces résidences-là. Des fois, je me promène dans des villes et je fais « Oh my God! » Probablement qu'il n'y avait pas le choix d'aller là, mais sont isolés, sont dans un... Ça ne fonctionne pas. L'épicerie, les nouveaux épiceries qui poussent sont à l'extérieur de la ville. Comment tu peux te déplacer? Donc, il y a vraiment une grande, grande réflexion parce que oui, c'est important, la vie à l'intérieur de ces résidences-là, pour moi, c'est le noyau, l'interrelation, mais cette résidence-là, j'aime souvent dire qu'elle ne vit pas sur la Lune, elle vit dans une communauté. Donc, comment, comme citoyen, on est aussi... on dit souvent que ça prend une communauté pour élever un enfant, mais je pense que ça prend une communauté aussi pour tout le monde, pour nos aînés, qu'on soit ensemble. Puis, c'est peut-être utopiste, c'est peut-être la pandémie qui m'amène à être un petit peu plus émotive par rapport à ça, mais je pense que c'est important qu'on ait cette réflexion-là collective que plutôt de mettre nos aînés dans un endroit où il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. C'est bon pour nos enfants, je pense que c'est bon pour nos aînés aussi, cette réalité-là. Jacques? Oui, puis je pense que c'est une approche aussi qui peut être mise de l'avant parce qu'en soi, elle n'est pas plus coûteuse. Elle demande plus de planification, elle demande plus de réflexion, peut-être plus de mobilisation du milieu aussi pour concevoir un projet. Mais en soi, c'est tout aussi réalisable. Ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué, par contre, là, je parle un peu plus pour les logements communautaires pour personnes âgées, qui soient dans une résidence certifiée ou pas, mais qui s'adressent aux personnes âgées à faible revenu ou à revenu modeste, et donc qui ont nécessairement besoin d'avoir l'appui de programmes gouvernementaux pour se réaliser. Bien, toute la réflexion sur le continuum de services. Parce que là, on sort, disons, de la boîte habitation et on entre dans la boîte santé-services sociaux. Alors, l'arrimage à ce moment-là avec l'offre de services, par exemple, de soutien à domicile du réseau de la santé et services sociaux, la capacité
on a développé, beaucoup de nos projets sont des projets pour personnes âgées autonomes, où il y a une offre de repas, entretien ménager, mais il n'y a pas de service d'assistance personnelle nécessairement ou de soins infirmiers, comme on voit dans les grandes résidences privées. Mais en même temps, nos locataires qui sont là depuis 10, 15, 20 ans dans certaines résidences et qui sont plus vieux maintenant et qui sont en perte d'autonomie, ils voudraient rester là. Et ils voudraient que la résidence leur offre les mêmes services que dans une résidence Chartwell. Le problème, c'est ce que ça coûte. Et ils n'ont pas la capacité de payer un loyer plus élevé qui permettrait d'offrir des services. Donc, il faut absolument qu'il y ait un arrimage avec le secteur santé et services sociaux. Et là, on sort, disons, de la boîte qui est notre spécialité, c'est-à-dire on pense en termes d'habitation. On est d'abord des promoteurs de logement social et communautaire pour ce qui est de nous. Je pense que c'est l'expertise des GRT aussi, et surtout à ce niveau-là, bien que c'est développé aussi dans d'autres secteurs au fil des années. Mais, et on ne veut pas, et d'ailleurs, les programmes gouvernementaux comme Accès Logis ont une perspective habitation. Accès Logis, aujourd'hui, ne financera pas une coop de solidarité ou un OSBL d'habitation qui aurait une offre de services d'assistance personnelle ou de soins infirmiers. Mais pourtant, le besoin est là. Et alors, on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion là-dessus aussi et de revoir aussi les programmes et l'arrimage entre le secteur de l'habitation et le secteur santé et services sociaux quand on va penser à nos projets d'avenir, qui sont des projets quand même d'avenir pas très lointains. Oui, c'est une réflexion qui, je pense que la perspective au sortir de la pandémie, c'est cette discussion-là. Il y a plusieurs discussions à avoir. Là. Je pense que la reconnaissance, entre autres, du secteur des RPA communautaires, c'est quelque chose qui doit être mis de l'avant. On est un peu noyé à travers l'ensemble des autres résidences pour aînés, puis on a un modèle qui est différent. Ça, je pense qu'il doit être mis de l'avant et bien compris par les élus puis par la population. Mais toute la question de ce que Jacques a exprimé sur la continuité de l'offre de services. Donc, on est à la maison, on est aîné autonome avec une légère perte d'autonomie, mais avant le CHSLD, là, il se passe autre chose. Là. Puis c'est comme si dans les programmes gouvernementaux dans lesquels on travaille avec la Société d'habitation, ce trou-là, j'appellerais, il se compte par le privé, mais il ne se compte pas par le privé. Oui, il se compte par le privé dans le sens qu'il y a des résidences pour aînés privés qui l'offrent, mais la majorité des ménages locataires qui sont dans nos projets n'ont pas les moyens de se le payer. Donc, à un moment donné, il y a une inéquité. C'est que si on veut avoir une continuité d'offre de services pour nos gens, bien, il faut que les projets qu'on a puissent évoluer avec des soutiens en soins à la personne. Puis là, bien, c'est tout ce que Jacques évoque, la question des ententes avec le réseau de la santé pour pouvoir l'offrir à des ménages à plus faible revenu. Mais il existe d'autres choses. C'est pas vrai qu'on passe de chez soi à la RPA certifiée communautaire avec des services de repas, puis d'entretien ménager, puis de loisirs, puis qu'après ça, c'est le CHSLD. Là. Il y a quelque chose après. Et actuellement, il y a quelques modèles d'OSBL qui offrent ça. Dans la communauté où je travaille, à Lévis, on a une résidence qui offre ça, ces soins-là, puis elle devient, dans le fond, le lieu de rassemblement des autres RPA autour qui n'offrent pas tous ces soins-là, puis les gens vont se retrouver là avant peut-être le CHSLD. Et il faut réfléchir à ça avec le réseau de la Société d'habitation, les municipalités, puis le réseau de la santé, parce qu'il y a une inéquité dans l'accès à ce type de service-là actuellement entre les gens qui sont dans nos projets d'RPA communautaires, puis les gens qui ont les moyens de se payer les services de Chartwell ou autres. Mais d'ailleurs, oui, vous allez dire, Jacques? Oui. Une des réserves qui existent dans notre secteur aussi, c'est qu'on ne veut pas non plus se transformer en sous-traitant à bas salaire là, du secteur santé et services sociaux. Oui. Ça existe aussi, le réseau de la santé et services sociaux achète des places. J'aime pas l'expression place, là, parce que c'est comme si on était en hébergement, mais achète des places dans des résidences pour aînés, dans le privé à but lucratif et dans le privé sans but lucratif. Et on a certaines de nos résidences qui, parce que c'était un besoin des résidents qui étaient en perte d'autonomie, ont négocié ce type d'entente-là et maintenant reçoivent une allocation du réseau pour offrir les services d'assistance personnelle. Mais à quel prix? J'ai vu dans certains cas une offre, le réseau offrait 17 $ l'heure à la résidence pour l'embauche de préposés 24/7 là, en tout temps. À 17 $ l'heure, là, ça couvre l'encadrement, les charges patronales et le salaire. Bon, et
Et heureusement, dans le contexte de la pandémie, ces préposés-là ont bénéficié d'une prime qui est offerte par le gouvernement de 4 l'heure, ce qui fait qu'avec la prime, là, ils gagnent plus que la directrice, par contre, que la gestionnaire, qui, elle, est à 18. Non, mais c'est pour dire que les besoins sont là. Il y a des milieux qui ont la capacité et qui sont à offrir ces services-là. Mais en même temps, toute la question qui est posée, là, c'est on est des fournisseurs de logements sociaux et communautaires et on veut que notre mission soit respectée. Puis on veut en même temps, on est prêt dans bien des cas à en faire plus, mais on ne veut pas non plus le faire là, à n'importe quel prix. Ouais. De toute façon, ça ne sera pas viable. Avec la concurrence actuellement du secteur public, le recrutement des 10 000 préposés, ce qui est une excellente décision et une excellente nouvelle, mais 10 000 préposés pour les CHSLD qui ont été formés à 21 l'heure et qui sont embauchés à 26 dans le secteur public. Nos préposés gagnent en moyenne 15 l'heure là, dans nos résidences communautaires. Alors, c'est pas viable, ça, là, à moyen terme. Mais est-ce qu'on veut que ça continue à exister? Puis est-ce qu'on veut que ça se développe? Je pense qu'on a tout intérêt socialement à ce que ce soit le cas. Mais il faut se poser des questions aussi. Je vais en profiter pour dire, en fait, à ceux qui nous regardent en ce moment, qu'il va y avoir une période de questions dans à peu près une dizaine, quinzaine de minutes à peu près. On va avoir une période de questions. Donc, si vous voulez réagir, dans le bas de votre écran, il y a un petit onglet, là, questions, réponses, clavardage, chat. Donc, vous pouvez nous envoyer, en fait, des questions. Puis ça me fera plaisir de les redistribuer à nos différents intervenants. Donc, on vous invite à venir prendre part à cette discussion. On sera à vous dans quelques instants. Jacques a eu un point intéressant tantôt. Il nous disait, en fait, que je ne suis pas sûr que tous les aînés, dans le futur, vont vouloir vivre dans tel ou tel type d'habitation et tout ça. Je serais curieux de savoir, quand vient le temps, justement, de concevoir ces nouveaux milieux de vie-là, jusqu'à quel point on réussit. Bon, Alain disait tantôt, avec la pandémie, c'est plus difficile de consulter les gens, mais de façon générale, jusqu'à quel point les gens ou les aînés sont consultés quand vient le temps de concevoir de nouveaux milieux de vie, parce que c'est ce qui peut permettre de comprendre aussi, en sondant sur le terrain, les besoins qui évoluent au fil du temps, les attentes qui évoluent. Donc, Alain, vous aviez en fait ouvert la porte à ça. Donc, je crois comprendre que c'est assez dans votre ADN? Ou... En fait, de façon générale, c'est dans notre ADN de travailler avec les gens qui vont venir vivre dans les projets sur l'élaboration du concept. C'est sûr que dans les projets pour aînés, ça varie selon les milieux. Avec qui va s'approprier dans le comité promoteur? Est-ce que les aînés vont être vraiment là? C'est ça, des fois, on peut vouloir des choses pour les aînés, mais ce que les aînés veulent, c'est une autre affaire. Donc, il faut essayer de trouver des façons de les mettre au centre puis de consulter. Puis en même temps, il faut aussi être capable d'amener autre chose de ce qui sort du cadre habituel, parce que la référence, c'est bon, on veut la même résidence qu'il y a dans l'autre village à côté. C'est correct, c'est un beau projet, mais peut-être qu'on peut aller plus loin, peut-être qu'il y en a eu un autre ailleurs. Donc, nous, on a aussi un rôle de sortir. Ce n'est pas juste de répéter toujours le même modèle. Puis peut-être que dans une communauté, il y a un enjeu, je ne sais pas moi, de locaux pour de l'aide aux devoirs ou des organismes communautaires. Puis dans ce projet-là, bien, il y a un volet aîné, mais il y a un volet des locaux pour des organismes qui amène une toute autre dynamique. Donc, je ne pense pas dans l'habitation communautaire, on a eu l'approche là, de toujours répéter les mêmes modèles partout. Là. Vraiment... La communautaire, j'ai l'impression que vous êtes dans une catégorie un peu à part. Je prends l'exemple des écoles parce que j'ai écrit un livre, entre autres, sur les écoles dans lequel je demandais aux architectes, avez-vous le temps, des fois, ou avez-vous cette volonté, ou est-ce que vous consultez des enfants ou des enseignants quand vient le temps de concevoir des écoles? Puis ce qu'on nous répondait essentiellement, c'est que, ben non, parce qu'on est souvent dans l'urgence, on construit vite, il faut que l'école soit prête pour ça. Et donc, là, ça commence à émerger. C'est une pratique, là, de plus en plus, on demande à être consulté, mais ce n'était pas une pratique récurrente. Donc, quand on pense au CHSLD, quand on pense aux résidences privées, on a nommé des grands groupes tantôt. Est-ce que c'est fait un peu entre des architectes puis des promoteurs, ou il y a vraiment une consultation de temps à autre? Parce que vous, j'ai l'impression que c'est un peu aussi une classe à part. Je pense que le fait qu'il y a des contributions aussi du niveau municipal dans ces projets-là, on est directement assis dans plusieurs cas avec les élus, avec les conseillers municipaux, qui nous amènent pas juste l'enjeu de la clientèle ou du type de ménage qu'on veut loger, mettons les aînés, mais les autres enjeux de leur communauté. Donc là, on est directement branché sur les besoins. Fait que c'est sûr que ça amène une autre façon de concevoir qui est complètement différente, puis des fois qui nous amène à des endroits où on ne l'avait pas du tout prévu parce qu'on était vraiment axé sur on va loger des aînés, mais là, on nous amène toutes sortes d'autres enjeux du village ou de la communauté qui s'enrichissent. Ça fait que les projets ne sont pas du tout
semblables d'un endroit à l'autre. Effectivement, puis je pense qu'il faut tabler dans cette pandémie-là sur la particularité ou l'originalité du communautaire, où on a cette flexibilité-là, où les normes sont là, mais on a une ouverture sur la communauté. Puis tu as raison, Alain, effectivement, là, les MADA, la consultation des aînés, nous, c'est notre approche, c'est le par et pour. Donc, les aînés sont là, le croisement des besoins, effectivement. C'est important d'avoir un modèle qui va correspondre au milieu, sinon il va être vide, finalement. Puis c'est très variable d'un milieu à l'autre. Donc, on peut s'inspirer de notre voisin, mais il faut correspondre vraiment à la réalité de notre milieu. Puis c'est ce que le MADA fait dans les municipalités. Donc, ça donne du jus, entre guillemets, aux futurs projets. La réalité qu'on entend souvent, c'est que malheureusement, nos élus trouvent que ces démarches-là sont trop longues. Ouais. Ils ont des mandats de 4 ans. Puis c'est ça, la politique, c'est un peu ça. Donc, ils se découragent, il y a un désengagement, de la mobilisation, même des aînés, d'une certaine façon. Le temps que ça prend pour arriver à un projet, ça n'a pas de bon sens. Il faut vraiment... Fait qu'on parle de réflexion collective, d'alliance, je pense qu'on a quelque chose, mais il faut aussi faire ce bout de chemin-là. Et on ne peut pas attendre 10 ans. J'exagère peut-être 10 ans, mais en tout cas... 6 à 7 ans, des fois. C'est trop long pour avoir un projet. Il faut être plus rapide à bouger. Il faut avoir des modèles différents pour chacun des milieux, parce que sinon, c'est pas viable. C'est tout simplement ça. Puis c'est ce qu'on entend de nos élus. Fait que oui, ils sont là pour la consultation, mais après ça, c'est la suite du projet qui... Puis finalement, ça donne une mauvaise presse, des fois, au groupe, ce qui est très dommage, parce qu'il y a une expertise formidable, parce que c'est les délais. Ça n'a rien à voir avec l'expertise, la connaissance, l'accompagnement, la philosophie. C'est les délais qui sont inacceptables, vraiment. Mais Jacques, justement, j'ai le goût de vous poser en parallèle de ce qui est dit ici. Que veulent les aînés quand vous les consultez ou quand, justement, vous avez dit tantôt, je ne suis pas sûr que les aînés veulent ou que les futurs aînés vont vouloir vivre dans... Qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est quoi qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? C'est quoi le souhait, les aspirations des aînés d'aujourd'hui ou de demain, les futurs aînés? Les futurs aînés, en fait, on entend peu leurs besoins et leurs aspirations, pour toutes sortes de raisons. Peut-être parce qu'on n'a peut-être pas le réflexe tellement de les consulter. Il n'y a pas assez d'études peut-être qui ont été faites encore pour identifier les besoins dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Mais il y a aussi, on parlait des baby boomers tantôt, il y a beaucoup de gens ne veulent pas se projeter de toute manière. Aller chercher là, cette connaissance-là des aspirations des personnes qui ont, disons, 60 ans aujourd'hui et à qui on va poser la question dans 10 ans ou dans 15 ans, où tu te vois, là. On en parlera plus tard, je ne suis pas rendu là. Donc, c'est un peu difficile, mais on peut penser que nous, on s'adresse beaucoup aux personnes à faible ou à modeste revenu, comme je l'ai mentionné. On a un profil présentement dans nos projets. Beaucoup de femmes seules. On a encore dans nos projets beaucoup de femmes qui ont été exclues du marché du travail une bonne partie de leur vie, des gens qui n'ont comme seule source de revenus que la pension de vieillesse, le supplément de revenu garanti. Il va y avoir, à mon sens, autant de situations de faible revenu dans les prochaines générations, mais d'une autre couleur, des gens qui ont été travailleurs autonomes toute leur vie, qui n'ont jamais bénéficié d'un fonds de retraite, mais qui ont travaillé dans le secteur culturel, qui ont travaillé dans des secteurs à statut précaire et qui ont donc un bagage culturel, une réalité, une expérience de vie qui est différente. Et ce n'est pas de dire qu'une est meilleure que l'autre, c'est des expériences différentes qui existent. Donc, fait qu'il y a un travail de recherche à faire actuellement là, pour pouvoir se projeter effectivement un peu mieux. Il faut être ouvert à toutes les hypothèses. Dans la perspective, par contre, et ça, je pense que c'est vraiment important, de concevoir des projets qui vont répondre aux besoins sur le long terme. Donc, avec le continuum de services, l'arrimage, que ça prenne la forme d'ensemble où tout est possible dans un bâtiment ou de milieu, comme il a été évoqué par Alain tantôt. Il y a comme une étude que j'ai eu vent qui s'en venait dans ce sens-là de l'Université de Montréal cette semaine. Oui, un petit peu. Donc, je pense qu'il y aura des choses, on pourra s'en reparler, là, mais ça m'est arrivé la semaine dernière. Puis c'est effectivement le sujet d'aujourd'hui, donc la préoccupation de c'est ce que les aînés vont vouloir à plus ou moins long terme de type d'habitation. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes là-dedans qui vont nous être utiles, assurément. Avez-vous l'impression qu'on va avoir des aînés de plus en plus exigeants
face à leur milieu de vie. Je pense entre autres aux baby boomers qui s'en viennent. Il y en a beaucoup là, qui vont tomber dans ces réalités-là ces prochaines années. Est-ce que c'est une génération qui risque d'être plus exigeante face à leur milieu de vie? Ben, moi, je discute avec mes parents des projets que je fais. Puis, des fois, ils me disent, moi, j'irai pas vivre Les miens dans aussi. tes projets. La raison n'est pas qu'on ne fait pas des beaux projets, architecturalement parlant, ou tout ça. C'est plus sur la façon dont, des fois, les services sont organisés. Jacques en parlait tout à l'heure, la question des repas à telle heure et tout ça. Exact. Ça, il y a quelque chose qui, à un moment donné, c'est sûr que, bon, il y a une certaine efficacité, il faut être capable de planifier, puis Dieu sait qu'on fait des miracles là, dans nos projets, avec des projets de 20-25 logements, de réussir à viabiliser une cuisine. À un moment donné, il faut que tu obliges tout le monde à prendre des repas, sinon la cuisine, elle ne sera pas rentable. Mais je pense qu'il dans la façon de rendre les services, d'avoir un peu plus d'autonomie aussi sur la façon de les organiser. Je pense, par exemple, à l'exemple de la coopérative dans les cantons de l'Est. Là, Racine? à Racine. Bon, on parle souvent sur, ou un peu plus de flexibilité, ou peut-être une année, l'entretien va être fait par les résidents. L'année d'après, ça ne le sera pas parce qu'eux autres vont avoir décidé que ça ne leur tentait plus de le faire. Donc, des choses qui sont peut-être plus évolutives, puis en fonction de qui est là, puis les énergies qui veulent être mises sur la façon, sur l'organisation des services, quelque chose de peut-être plus modulable, là, que ça reste que malgré tout, on est assez cadré. Puis ça, je pense que peut-être... Un horaire d'école, en fait. La récréation est à telle heure, le lunch est à telle heure, Oui, le cours dure tant de temps, bon, la pause dure... C'est ça, mais c'est beaucoup lié. Bon, puis tu sais, on en parlait là, tantôt par rapport à le continuum de services par rapport aux soins de santé, mais dans le milieu, ce qui nous distingue, par exemple, d'un milieu hospitalier, dans ce qu'on fait, c'est un milieu de vie. C'est leur chez-soi. Ils ont une adresse, c'est leur logement. Ils ne vivent pas dans un CHSLD où, dans le fond, c'est pas chez toi. Mais on importe un peu des règles d'organisation du milieu institutionnel où tout est décidé. Donc, peut-être de réussir à... On est vraiment plus dans l'offre de la façon de rendre les services que, je pense, dans le cadre bâti, puisqu'on fait quand même relativement des beaux projets. Mais où est-ce qu'il y a plus de flexibilité là, sur l'organisation des services qui vont peut-être plus correspondre aux différentes approches là, que les gens veulent avoir. C'est là où l'ouverture sur la communauté est importante. Tu parlais des repas, tu sais. Je pense à Racine, où ils font les repas pour l'école aussi, où le service de garde, ils ont des cuisines aussi. Pourquoi on met pas ça ensemble pour offrir un meilleur service, puis peut-être une flexibilité, tu sais, dans ces milieux-là? Je pense qu'on est vraiment rendu là, parce que c'est effectivement plus l'offre de service qui questionne que, oui, l'endroit, mais encore plus l'offre de service. C'est d'arrêter de penser peut-être en Oui, studio. Je absolument. reprends un peu l'exemple des écoles. Je parlais tantôt, de dire, bon, on est dans un village, d'avoir une salle communautaire, une bibliothèque, une école. Oui. On peut peut-être pas se permettre tout ça, mais d'avoir une belle école pensée, ouverte sur la communauté, où on partage des locaux, ça devient... Donc, c'est peut-être ça pour les cuisines. Vous avez parlé des cuisines qu'on ne peut pas viabiliser financièrement. Donc, peut-être d'avoir des modèles hybrides, évidemment, bon, logistiquement parlant... Il faut que la famille parle aux aînés, puis la santé. Mais il y a des beaux exemples, peut-être, t'en connais, là, où est-ce que la cuisine de l'OSBL, de la RPA, ça n'a pas juste pour les aînés? Donc, dans certains cas, l'organisme lui-même est une popote roulante. C'est ça. Une popote roulante. Ouais. Donc, le personnel dans la cuisine prépare les repas pour les locataires, pour les résidents, mais prépare aussi les repas qui vont être distribués dans la communauté aux personnes inscrites au service de la popote. Ça permet de rentabiliser les installations et ça permet aussi de favoriser cette ouverture-là, ce lien-là entre la résidence qui est là dans la communauté et la communauté autour. Mais souvent, on reste autour de l'aîné quand même. Tu sais, la popote roulante, on dit que c'est pour nos aînés. Mais pourquoi pas l'ouvrir à l'ensemble de la communauté? C'est possible, surtout dans le contexte de vie qu'on a. Je pense qu'il y a des belles choses à voir là-dessus. Oui, non, mais c'est intéressant. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour soulever ces points-là. Là, la période de questions approche. Oui. On commence déjà. J'ai reçu 6-7 questions. Je voulais juste peut-être qu'on parle rapidement de deux éléments. Tout d'abord, il y a quand même une réflexion gouvernementale actuellement sur les aînés, la fameuse maison des aînés de la Coalition Avenir Québec. C'est très identifié présentement à un gouvernement précis. Oui. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie de revoir le modèle dans une certaine mesure. Vous pensez quoi de cette réflexion?
Ben moi, je la salue. Puis quand j'ai vu les premières images, je disais, ah, des beaux projets, comme on fait, des projets, des milieux de vie. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on ramène, on ne fait pas des milieux, on veut faire des milieux moins institutionnels, plus des milieux de vie ouverts un petit peu plus sur la communauté, plus vivants, plus adaptés à ceux qui sont là. Des fois, on pense les milieux en fonction de ceux qui y vont travailler, mais pas nécessairement en fonction de ceux qui vont y vivre. Moi, je trouve l'approche intéressante. Sinon que peut-être que l'habitation communautaire aurait pu être, disons, utilisée comme canal pour développer aussi ce genre de projet-là, tout en ayant les soins offerts par le réseau, parce que je suis d'accord avec Jacques, on n'est pas là pour livrer des services de santé par des OSBL avec des conditions de cheap labor. Donc, il y aurait pu avoir des ensembles de maisons des aînés gérés par des organismes d'habitation communautaire, mais avec lesquels les soins de santé auraient été offerts par le réseau. Il y aurait pu avoir des modèles hybrides, mais sinon, l'approche est quand même intéressante. Isabelle? Même place, je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction, mais il y a encore plus à faire dans cette direction-là. Je questionne encore un peu le modèle. Il y a une certaine forme d'ouverture, mais encore, jusqu'où ça va aller versus un modèle institutionnel, on a ces questionnements-là. On se questionne aussi sur où ils ont été installés dans les milieux. Sont-ils vraiment reliés aux besoins des communautés? Nous, on a ce pouls-là avec les MADA. Est-ce que c'est vraiment la bonne place, tout ça, le bon nombre de places? Même. Donc, il y a vraiment des questionnements, mais c'est un bon pas dans la bonne direction, assurément. Là. Dans le trou de service où on parle, je pense qu'il y a quelque chose là d'intéressant, mais c'est un pas. L'autre élément que j'ajouterais là-dessus, c'est comment le lien avec la communauté. Est-ce qu'on va être encore dans une affaire gouvernementale, je vais le dire comme ça? Pour moi, c'est important que ça ne soit pas ça, qu'il y ait comme un lien dans la communauté. Puis je dirais que chez nous, je dirais que le lien, ce que tu dis, Alain, que ça aurait pu passer par les GRT et les autres, je pense que c'est fondamental. Nous, les MADA, dans le fond, c'est un programme gouvernemental, mais il y a un partenaire de la société civile que nous sommes qui fait aboutir des choses qui accompagnent les milieux. Je pense que les GRT auraient dû... Il y a un modèle inspirant où ça donne de la liberté d'action, puis ça fait bouger les choses davantage. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que ça fonctionne. L'avantage que ça aurait eu, c'est que ça aurait permis aussi peut-être de les concevoir dans le contexte du continuum de services qu'on souhaite. Parce que les maisons des aînés, c'est de niveau CHSLD. On s'entend là-dessus. Et tant qu'à moi, je sais pas, c'est facile de constater que je suis le plus vieux autour au panel ce matin. Probablement, comme si vous vous êtes déjà posé la question, vous avez sans doute répondu la même chose que moi. Je n'irai jamais, moi, dans un CHSLD. Mais par contre, je pourrais envisager le jour où je serai en perte d'autonomie, malade ou en besoin de soins, de me retrouver dans une maison des aînés telle que conçue aujourd'hui, parce que franchement, c'est une amélioration considérable par rapport au modèle des CHSLD. Mais on est toujours strictement attaché aux personnes en lourde perte d'autonomie qui ont des besoins, mais ça aurait été le fun d'arrimer ce concept-là avec l'habitation avec service et jusqu'au niveau CHSLD et les soins palliatifs. Et là, on aurait développé quelque chose vraiment de durable sur le long terme, je pense. Vraiment. On va maintenant procéder à la période de questions. En fait, j'en reçois, comme je vous disais au départ, certaines sont plus dirigées vers un ou l'autre et de façon peut-être générale dans le cas d'autres questions. J'en ai une pour Isabelle, pour débuter. Ah oui? Isabelle qui allait prendre un verre d'eau. Je vais attendre. Donc, on dit cet automne, 230 municipalités ont signé la résolution d'appui à de nouvelles unités Accès Logis, ce qui représente 51 de la population québécoise. Mais concrètement, que peuvent faire les municipalités pour être plus proactives en matière de développement de logements communautaires? Il y a plein de choses. D'abord, il y a de la réglementation, je vais y arriver. Des terrains aussi qui peuvent être prêtés ou donnés. Ils sont plus spécialistes que moi dans ce domaine-là. Mais il y a effectivement... Puis faire partie prenante, parce qu'il y a d'autres enjeux qui pourront être mixés. Alors, je pense qu'à ces niveaux-là... Allons-y, décortiquons rapidement. Vous dites règlement. Donc, réglementation qui va permettre justement l'installation d'une résidence communautaire
au cœur du village, par exemple, sur un terrain. Donc, il y a des règlements à changer, dont de terrain, évidemment, ou location à long terme, sans frais. Il y a plein de possibilités qui peuvent être faites à cet égard-là. Puis après ça, évidemment, il y a toute la part de soutien financier qui peut venir de la municipalité directement dans le projet, là. Donc, c'est 3 niveaux. Puis je pense qu'Alain est plus spécialiste que moi là-dessus. Bien, c'est clair que il y a des gestes à poser pour un conseil municipal. Si on prend entre autres Oui. une résidence pour aînés, il n'y en a pas dans leur communauté, ou il y en a, mais elle est privée, puis qu'il y a une catégorie de la population qui n'est pas capable de se loger. Il faut qu'ils pensent dans l'espace, dans leur aménagement urbain. Il y a tel parc qui s'en vient, telle affaire. Ça, c'est un secteur qu'on veut pour la résidence, puis peut-être même que si le terrain, il leur appartient, bien, on va le garder pour ça, pour éventuellement le céder dans le cadre d'un projet, ou s'il ne leur appartient pas, puis qu'il y a une opportunité d'en prendre possession pour éventuellement. Donc, il faut qu'ils voient peut-être 2-3 coups d'avance, là, puis on peut participer à la réflexion avec eux autres, mais ils ont un rôle très important, puisque c'est toute la gestion de leur territoire, puis où ils voient les différentes fonctions. Jacques, une réaction? Rien à ajouter. C'était assez complet, je pense. Excellent. J'ai une question, justement, pour Alain. J'espère que ça va sonner quelques cloches chez vous, là. Ça dit, l'AGRTQ travaillait dans le cadre d'un programme, d'un projet créneau personnes... dans un cas... Voyons, Oui. je recommence. L'AGRTQ travaillait dans le cadre du projet créneau personnes âgées à un programme pour aînés hors programme. Oui. De quoi s'agit-il et c'est rendu où? Bien, en gros, le concept là-dedans, c'est que c'était la notion de service évolutif qu'on parle depuis tout à l'heure, puis aussi du trou de service où est-ce que des aînés qui sont en légère perte d'autonomie ont besoin de soins à la personne, mais qui ne sont pas nécessairement offerts dans des milieux, disons, abordables. Donc, l'idée, c'était de créer, en dehors là, des programmes traditionnels comme Accès-Logis, des ensembles immobiliers qui, dans le fond, desserviraient, je dirais, un continuum de services entre un aîné qui est la porte d'à côté, on a un aîné autonome, après ça, on a un aîné qui a besoin de plus de services, puis l'autre qui va jusqu'à des soins de santé. Mais ces soins de santé-là, par contre, offerts par le réseau de la santé à l'intérieur des projets. L'idée, c'était d'essayer de tenter de développer un parc à travers le Québec là, qui soit propriété d'une entité juridique commune, dans le fond, avec un certain, je dirais, avec des couleurs locales, parce que c'est toujours notre approche, mais avec un certain, je dirais, niveau commun là, d'approche puis de service là, pour se déployer. Il y a un projet qui est actuellement en train de se travailler là, à Granby à ce niveau-là. Puis après ça, on veut essayer de le déployer. Mais le réseau de la santé reste un acteur de premier plan parce que ces services-là, à la personne qu'on va offrir, on ne veut pas les faire dans des conditions qui sont celles de cheap labor. Donc, ça progresse. Celui de Granby sera quoi? Un projet pilote en espérant que ça puisse inspirer? C'est ça. Puis, mais déjà, il y a d'autres communautés là, qui commencent à lever la main, mais c'est sur ce projet-là qu'on veut mettre l'accent. C'est un concept intéressant là, auquel on a été associé aussi dans le cadre du même créneau là, des entreprises d'économie sociale qui offrent des services aux personnes âgées. Et ça m'amène à souligner ce besoin-là des personnes âgées qu'on dit à revenus modestes ou un petit peu plus que modestes, classe moyenne Oui. inférieure, qui n'auront pas les moyens de payer 4 000 $ par mois pour aller dans une résidence où tous les services sont fournis, mais qui sont trop riches, entre guillemets, pour avoir accès à un logement comme ceux qu'on développe avec le programme Accès-Logis, où maintenant 80 des unités vont être des logements subventionnés, donc avec des personnes à très faible revenu, là, surtout pour les personnes âgées, se qualifier au logement subventionné, c'est pas évident, il faut être vraiment très, 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 très pauvre. Mais alors qu'il y a des besoins qui sont là, moi, il faut en tenir compte. Et il faut en tenir compte aussi pour le maintien dans les communautés. Actuellement, il y a une 50aine de municipalités au Québec où la seule résidence pour aînés disponible, c'est la résidence OSBL, un organisme sans but lucratif. Et Chartwell n'ira pas s'installer à Saint-Modeste, dans le Bas-Saint-Laurent, pour ouvrir une résidence, parce qu'il y a des modèles financièrement, il y a quelques années, c'était 200 unités et plus, puis là, ils sont à 400-500 et plus. Là, par contre, il y a des personnes là, qui ont des besoins, et il y a des personnes à faible revenu qui ont des besoins, il y a des personnes qui ont peut-être un revenu un petit peu plus élevé aussi qui ont des besoins. Et nous, ça ne nous choque pas du tout que dans un projet Accès-Logis qu'on a réalisé à Saint-Modeste, où il y a 10
10 logements RPA, qu'il y en ait 5 qui sont subventionnés pour des personnes à très faible revenu, puis que les 5 autres, c'est revenus modestes. Puis si jamais il y a une personne de la communauté qui est un petit peu plus riche, là, mais qu'elle n'a pas été obligée d'aller à Rivière-du-Loup ou à Rimouski, elle a pu rester dans sa communauté. Socialement, on pense que c'est une excellente retombée du programme Accès-Logis aussi de pouvoir avoir une offre pour ces personnes-là qui tombent dans une craque là, ou autrement, ou qui sont obligées de se déraciner, ce qui n'est pas ce qu'on souhaite du tout. Puis il y en a plus qu'on pense. Oui. Donc, on est en train de travailler là-dessus. C'est positif. Ça avance. On a une question aussi. Bon, je voulais l'aborder à la fin. On a manqué un petit peu de temps. Je vais profiter de la période des questions pour le faire. La question de l'argent. Toujours le nerf de la guerre, l'argent. On sait, bon, il y a eu une entente tout d'abord entre le fédéral et le provincial, donc ça a fait débloquer, ça va faire débloquer, on espère, pour certains projets. Évidemment, bon, on sait la réalité de la construction en ce moment aussi est très particulière, là, au niveau de la main-d'œuvre, ça coûte plus cher qu'à certains moments, à certaines périodes, parce que justement, il y a une espèce de période de pointe de construction. Donc, au niveau de l'argent, parce qu'on me disait dans la question, on parle de pandémie, d'arrimage entre différents services, etc., mais le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, c'est quoi les perspectives par rapport à ce point? Êtes-vous encouragé, entre autres par l'entente signée par le gouvernement? Bien, c'est sûr que c'est un bon point. Reste que l'entente, la portion de l'entente qui concerne le développement de logements, c'est qu'on est quand même loin là, des milliards de dollars là, pour pouvoir le faire. C'est de l'argent qui va pouvoir être canalisé par le Québec pour faire des projets, mais l'enjeu réel, là, parce que je sais qu'on a des élus municipaux qui nous écoutent et tout ça, l'enjeu réel, c'est qu'actuellement, il y a deux années de suite de budget où il n'y a pas eu de programmation Accès-Logis. Donc, si on veut développer avec les communautés des projets, on en accompagne actuellement, on n'a aucune perspective que ces projets-là qu'on va déposer vont pouvoir être développés parce qu'il n'y a pas eu de programmation. Nous, on était assez déçus quand même que dans le plan de relance de novembre, l'habitation n'ait pas été vue comme un moteur économique parce qu'on sait que la construction, c'est un moteur de relance, mais en même temps, il y a des besoins sociaux importants. Puis je pense que la pandémie... On aurait pu faire une pierre deux coups. Oui. Là, le prochain rendez-vous, c'est le budget, mais on a parlé de 252 municipalités qui ont voté les résolutions d'appui justement à cette demande-là. Il faut que le prochain budget, en mars, il y ait des unités d'Accès-Logis. 3 années de programmation, ça ne se sera jamais vu depuis la création d'Accès-Logis, alors que les besoins sont hyper importants. L'enjeu est vraiment sur ça actuellement. Puis donc, aussi, le gouvernement de François Legault pourrait marquer des points, là. Tout à fait. Puis je pense que là, avec l'entente fédérale, tous les outils sont là pour pouvoir le faire et de mettre à jour les subventions pour la réalisation de projets. Parce que ce qu'Isabelle parlait tout à l'heure au niveau des délais, une bonne partie des raisons des délais, ce n'est pas les seuls, mais c'est le fait que les montages financiers ne tiennent pas la route, particulièrement dans les plus petites communautés, où est-ce que là, les municipalités se retrouvent à mettre des contributions du milieu qui sont assez importantes. Il y a eu un ajustement de la part de la Société d'habitation dans les derniers budgets à ce niveau-là, mais qui est encore largement insuffisante quand on tient compte de la hausse des coûts de construction et des différents coûts depuis les dernières années. Ce qui fait qu'on parle souvent du backlog, là, des unités qui sont dans la machine. Il en sort un peu, là, mais au rythme où ça va, le gouvernement Legault va terminer son mandat, puis il va rester encore un bon nombre d'unités dans le backlog. Donc, on a deux enjeux. On parle de dizaines de milliers, là. Presque 12 000 là, qui sont encore dans la machine, dont on le sait, là, les projets RPA, c'est quand même une bonne partie du bagage là, de ce qui se développe en Accès-Logis. Isabelle? Bien, encourager, oui, quand même, mais il reste des problématiques. Le fait que, moi, je vais être un petit peu plus macro d'une certaine façon, où la municipalité, comme gouvernement de proximité, je pense qu'avec la loi 122, il y a des choses intéressantes là-dedans, mais encore, il faut le pousser plus loin. Il y a certaines municipalités où, après avoir placé toutes leurs dépenses d'entretien, d'infrastructure, tout ça, il leur reste pratiquement rien. Donc, les subventions sont essentielles pour arriver, si on ne veut pas qu'un Québec se vide aussi, j'exagère un peu, mais pas tant, de nos aînés, parce que c'est un mouvement entre des familles qui arrivent, les aînés, tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de retard à prendre et de liberté financière à accorder aux municipalités par rapport à ça. Mais ça prend effectivement des programmes comme Accès-Logis qui fonctionnent à plein régime. Jacques? Financement de la réalisation, mais aussi soutien à l'exploitation Après, quand on parle de la prestation de services. Et ça, c'est fondamental et ça coûte de l'argent et c'est une responsabilité de santé et services sociaux
responsabilité populationnelle. Et ça coûtera toujours moins cher Ben oui. d'investir dans le maintien à domicile, parce que c'est ça, nos résidences, c'est le domicile des personnes. Ils ont un bail, ils sont chez eux. Ça coûtera toujours moins cher qu'une place en CHSLD. Alors, sauf que c'est une question de volonté politique et de se dire, bien voilà, on va mettre à la disposition du secteur, des organismes qui proposent cette offre de service-là, les moyens pour que ça soit fait correctement, que ça réponde aux besoins. Et on va retarder les situations où une personne doit absolument être hébergée en milieu institutionnel, ce qui est beaucoup plus dispendieux. Alors, il y a une économie à faire là aussi, mais une économie qui implique que d'abord, on soit conscient des besoins et qu'on investisse pour répondre à ces besoins-là. Peut-être une dernière question. On semble avoir quelqu'un qui trouve que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a peut-être une vision un petit peu trop en silo. Donc, la question était là-dessus. Est-ce que vous trouvez justement que la SHQ et celle de la Santé, j'imagine qu'on parle du ministère de la Santé, est justement un peu trop en silo? Je pense que ça fait écho un peu à la conversation qu'on a eue précédemment. Là, comme on il va falloir ouvrir les esprits et faire des liens entre différents départements, différents réseaux pour avoir des projets peut-être plus intégrés. Bien, je vous repose quand même la question, est-ce que la SHQ a une vision un petit peu trop en silo de l'habitation? Bien, je pense que la SHQ et Le gouvernement de façon générale, je pense qu'il doit avoir une approche plus élargie en termes de l'habitation et la santé. Ça doit se parler ensemble. Je peux comprendre qu'on ait peur, ce que j'appellerais du gros éléphant de la santé, quand on a juste 3 000 unités d'accès-logis, puis qu'on veut loger des gens, puis qu'on se dit, bien là, si on embarque dans l'autre phase qui est d'offrir des services à la personne qui traditionnellement, sont plus associés au niveau de la santé. Sauf qu'en même temps, on ne peut pas faire l'économie de la discussion qu'il y a là actuellement. C'est un peu se fermer les yeux, là. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle l'anxiologie des volets 2, puis après ça, ces gens-là, ils s'en vont où? On ne le sait pas, là. Et puis, il y a un trou de service, là. Il y a déjà des expériences sur le terrain qui sont là. On les tolère ou on sait qu'ils existent, mais je pense qu'il faut faire la réflexion pour est-ce que c'est un 4e volet, est-ce que c'est un volet 2 qui s'élabore plus, mais il doit se faire avec les autres ministères, dont celui de la santé. Puis Jacques l'a bien dit, je veux dire, quand les gens habitent dans ces projets-là, ils sont chez eux. C'est du maintien à domicile. C'est pas de l'institutionnel, là. C'est chez eux. C'est juste que c'est chez eux. C'est un autre chez eux qui n'est pas celui où il était avant, mais c'est du maintien à domicile. Donc, il faut que ça se réfléchisse là-dedans. C'est pour ça, pour moi, qu'on a associé beaucoup l'habitation pour aînés à la santé, ce qui est. On est comme dans le curatif plutôt que dans le préventif. Puis là, vous le dites très bien, c'est des milieux de vie. Moi, quand j'ai vu dans le titre de la ministre des Affaires municipales, habitation, je ça y est, on a quelque chose là. Mais pas tout à fait encore, parce qu'on reste, oui, c'est ça, on reste dans l'approche de santé. C'est vrai que la santé est primordiale, on le dit depuis tantôt, le lien et tout ça, mais avant tout, c'est un milieu de vie, puis il y a quelque chose là à faire, entre autres avec les municipalités, mais d'autres entreprises aussi. Fait que pour moi, c'est là où il faut changer complètement la perspective, puis il faut ouvrir à d'autres ministères, dont le ministère des Affaires municipales. Jacques, on vous laisse le mot de la fin. Oui, bien en fait, sur cet enjeu-là, ça ne me dérange pas en soi que la SHQ se concentre sur son mandat d'habitation, c'est son mandat. Mais veut pas, elle n'a pas le choix de faire cette réflexion-là aussi. Et elle le fait dans une certaine mesure, un peu en se faisant pousser par la santé et services sociaux, quand on a mis en place tout le processus de réglementation de la certification des résidences avec des normes et des critères d'exploitation. Ça a amené la SHQ, il n'y a pas longtemps, en 2016, à décider que les projets dans le volet 2 du programme devaient nécessairement être certifiables et certifiés. Donc, assujettis à une série de règles qui sont déterminées par la santé et les services sociaux. Alors, on est déjà là-dedans, là. Et parmi la réflexion, la SHQ devrait aussi se demander si, dans le contexte actuel, et une révision de la certification qui s'en vient dans les prochains mois d'ailleurs, des normes d'exploitation des résidences, peut-être que la SHQ devrait aussi recommencer à développer des accès-logis volet 2 non certifiés, comme il y en a eu
eu avant 2016. Certains certifiés, puis dans les certifiés, bien, pas nécessairement exclure aussi la possibilité d'avoir des services d'assistance personnelle et des soins infirmiers pour embrasser un peu, tout, encore là, c'est le mot continuum, là, mais les trois types d'habitation pour aînés, c'est-à-dire du logement seulement, du logement avec un minimum de services, puis du logement avec services plus avancés, donc assujettis aussi à des normes d'exploitation qui viennent de la santé et services sociaux. Bien, Jacques Baudouin, Isabelle Isé, Alain Marcoux, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre expertise, qui effectivement, Isabelle, était très complémentaire aujourd'hui. Merci beaucoup donc d'avoir pris ce temps-là. Je pense qu'on a des gens qui sont très satisfaits à voir les commentaires qu'on reçoit. Merci à vous d'ailleurs d'avoir été aussi avec nous, d'avoir pris le temps de nous écrire, d'avoir pris le temps de vous connecter à cet événement virtuel. Avant de se quitter, 2-3 petits messages. Tout d'abord, il y a un sondage de satisfaction à remplir. Vous devriez le voir présentement en bas de votre écran. Donc, il y a un lien qui devrait s'afficher pour que vous remplissiez ce petit sondage de satisfaction sur l'activité. C'est important, ça va vous prendre 2 minutes, donc c'est assez court à faire, mais c'est important donc pour l'association. Il y a d'autres activités aussi, non seulement avec la GRTQ, mais tout le réseau de partenaires qui seront à surveiller dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a un calendrier d'activités qui s'en vient pour 2021. Donc, si vous voulez rester à l'affût de ce qui se passe avec le réseau, évidemment, les médias sociaux, c'est idéal. Donc, entre autres, les réseaux sociaux de la GRTQ. Et je voulais aussi rapidement vous parler, j'en parlais à mes invités avant, j'ai eu la chance de lire un livre, je sais qu'il y a beaucoup d'élus à l'écoute et même au-delà des élus. Ça s'appelle « Vieillissement et aménagement ». C'est un livre qui est sorti il y a à peu près 2-3 ans, donc c'est assez récent. C'est un collectif, en fait, des professeurs universitaires, des chercheurs qui se sont penchés sur l'aménagement des villes et essentiellement aussi, dans le fond, donc les personnes âgées et comment bien faire évoluer nos villes avec la démographie qui est vieillissante. Donc, c'est sous les presses, en fait, de l'Université de Montréal, Sébastien Laure et Denise Piché. Donc, Vieillissement et aménagement, livre que je vous conseille fortement. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Mon nom est Marc-André Carignan. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. À la prochaine.